Ce qui me passionne dans la QVT, c'est me sentir très en phase avec mes valeurs parce que ce qu'on fait chez Empreinte Humaine me paraît être très utile et finalement faire en sorte que le monde de demain soit meilleur pour les salariés et pour les entreprises, qui permettent de trouver cet équilibre finalement entre ce que les gens attendent pour leur bien-être et ce que finalement les entreprises peuvent proposer. Et ça, je trouve que c'est travailler sur cette expérience, en tout cas moi, me remplit de joie tous les jours. Alors, empreinte humaine, on définit la qualité de vie au travail autour de effectivement 3 grands axes. Le premier, c'est celui du bien-être, au niveau plutôt individuel, celui-là. Est-ce que la personne, le salarié, le collaborateur se sent en sécurité, en soutien? Est-ce qu'il est reconnu, en bonne santé? La dimension un peu plus collective après, le bien vivre au travail, le bien vivre son travail. Est-ce qu'il y a des bonnes relations, un climat de travail apaisé, collaboratif? Est-ce qu'il y a du soutien? Comment sont gérés les conflits, par exemple? Et puis la dimension un peu plus organisationnelle, le bien faire. Est-ce que les salariés se reconnaissent dans leur travail aussi? Est-ce qu'ils ont les moyens de faire un travail dans lequel ils estiment faire de la qualité et avoir du sens également? Comment sont conduits les changements? Est-ce que la charge de travail est bien gérée d'une certaine façon? Et c'est la somme finalement de ces 3 niveaux qui pour nous définissent une politique et une démarche de qualité de vie au travail qui est efficace au final. Et par rapport à la QVCT, c'est vrai qu'on a rajouté une lettre finalement à QVT. Je pense qu'au-delà de ça, c'est les intentions qui sont finalement derrière. C'est d'expliquer que finalement la QVT, ce n'est pas les à côté finalement du travail. C'est lié aussi et surtout aux conditions de travail. Et ça, c'est des convictions qu'on partage depuis longtemps. Cette crise aussi a montré que finalement les salariés ne veulent plus finalement passer leur vie au travail, ça c'est évident, et qu'elles attendent aussi d'autres types de conditions de travail, un autre apport qu'ils ont aujourd'hui, qui est un héritage finalement de cette crise, et qui nécessite une révision, je crois, complète de beaucoup de qualité de vie au travail, de politique de qualité de vie au travail, sachant qu'il y a pour un tiers des salariés finalement, ils considèrent que l'entreprise, et en tout cas le top management, se préoccupent de ce sujet dans leur entreprise. Donc on voit que ce n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui, il y a encore finalement des marges de progrès et je crois que c'est l'occasion de revoir tout ça finalement parce que cette crise a bien révélé ce qui marchait ou ne marchait pas en matière de démarche de prévention, en matière de qualité de vie au travail. Alors effectivement, au début de cette crise, on a voulu finalement sensibiliser l'opinion, les pouvoirs publics, les directions d'entreprise, enfin l'ensemble des parties prenantes sur le sujet, sur cette question qui maintenant est devenue assez majeure de la santé psychologique des salariés, parce qu'en mars 2020, finalement, on parlait beaucoup des protocoles sanitaires tels qu'ils devaient s'imposer et se déployer en urgence dans l'entreprise, et finalement peu des impacts de ces mesures sur la santé psychologique des gens. Il y avait une sorte d'angle mort qu'on a voulu effectivement mettre un peu en lumière en se basant sur des indicateurs scientifiques, donc des questionnaires qui sont utilisés dans plusieurs pays dans le monde et qui nous permettaient d'avoir un suivi aussi dans le temps. On sait qu'il y a eu des pics, on va dire, de difficultés psychologiques au moment des confinements. On a aujourd'hui 2 fois plus de détresse psychologique chez les salariés qu'habituellement. Ils ne sont pas tous traumatisés, ils ne vont pas tous finalement s'arrêter, mais on a vu quand même à peu près un quart des salariés depuis cette crise s'être arrêtés pour des raisons psychologiques au travail. Autre indicateur intéressant, 50% des salariés considèrent avoir des difficultés psychologiques à cause de leur travail. Pas à cause du fait qu'ils doivent porter des masques ou qu'ils n'ont pas de gel hydroalcoolique, à cause de leur travail. Parce que cette crise sanitaire est devenue une crise psychologique, mais aussi une crise du travail. Et ça, je pense qu'il va falloir le regarder, parce que le rapport et les attentes aussi des salariés, du fait d'une expérience dégradée aussi du télétravail, ou alors effectivement des relations de travail qui se sont tendues dans beaucoup d'entreprises, avec la distanciation aussi qu'a amené le télétravail, ou un vécu hérité aussi qu'on a aujourd'hui des personnes qui ont été en chômage partiel,
ont créé, ont bousculé les repères professionnels de beaucoup de salariés. Et puis, je crois qu'on voit qu'il y a des populations aussi qui sont particulièrement plus fragilisées par rapport à cette crise. C'est d'abord les femmes, bien entendu, qui sont plus exposées à des problèmes de santé mentale au travail, pour plein de raisons, hein, les problématiques de double, voire triple travail, pour les problématiques de reconnaissance, d'équité, hein, en termes de place dans l'entreprise en tant que telle. C'est la question des jeunes. On l'a vu dans la société en général, hein, les étudiants notamment, mais en particulier les jeunes qui, pour beaucoup, ont appris leur travail à distance et qui n'ont pas eu le temps de se construire des repères professionnels qui leur permettaient ce qu'on appelle une contenance, c'est-à-dire finalement de savoir aussi pouvoir bien apprendre leur travail et être efficace. Les managers aussi, qui étaient les plus exposés, et on voyait que plus on montait dans la hiérarchie, plus les personnes étaient en difficulté psychologique. Finalement, les premières lignes qui ont dû gérer cette crise sont un peu mal en point. Donc je crois qu'il va falloir effectivement repenser les mesures de prévention qui ont agi pour les entreprises en tant que telles comme de vrais amortisseurs pour celles qui ont agi là où il fallait agir, c'est-à-dire au niveau des conditions de travail, au niveau d'une culture organisationnelle, au niveau d'un positionnement, la ligne hiérarchique là-dessus. Le burn-out, je crois qu'on est autour de à peu près 13% de personnes en burn-out dit sévère, c'est-à-dire la phase un peu ultime. Et là, c'est réellement un danger. Ce n'est pas le coup de fatigue comme on peut avoir après avoir travaillé fort. C'est plus profond que cela, avec des risques de décompensation psychologique qui sont importants. Il y a encore trop de tabous sur le sujet. Est-ce qu'on fait une conférence ou pas, un truc tout bête sur ce sujet, ou est-ce qu'on laisse les salariés chercher sur Internet c'est quoi le burn-out en tant que tel, avec tous les risques que ça peut avoir. Et je crois qu'il faut éduquer les salariés, les collaborateurs sur ce que c'est. Et ce que ça ne n'est pas. Et surtout comment s'en protéger en tant que tel. Et surtout comment l'entreprise, le management doit se saisir de cela. C'est-à-dire que c'est des ressources pour vous aider. Et pas juste finalement des responsables ou des coupables. Je crois que ça c'est important dès le départ. Repositionner ça autour du dialogue plutôt que de la recherche du coupable, de c'est à cause de lui si. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une logique de prévention ça. C'est une logique de réparation. Ensuite, c'est former le management, effectivement, à comprendre son rôle modèle là-dedans. Comprendre finalement qu'est-ce qu'il peut faire dans son attitude pour avoir une influence positive sur les salariés, sur leurs collaborateurs, pour qu'ils se protègent et aussi pour les protéger. Donc c'est tout ce qui est autour des pratiques saines de management. Comment moi, je peux finalement créer du bien-être et de la santé psychologique chez mes salariés, chez mes collaborateurs, sans être le psy, sans être le médecin ou l'ostéopathe, quoi. Donc c'est d'être ancré dans le management, savoir aussi détecter ces situations chez soi, chez les autres et s'appuyer sur les ressources de l'entreprise. Et donc ensuite, c'est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est effectivement mettre des moyens à disposition pour les entreprises, des procédures, des moyens de détection, des formations, des outils, des services aussi qui puissent les aider et amener ce sujet de la santé psychologique, de la QVT, comme étant un sujet stratégique. Ça ne l'est pas assez aujourd'hui. Si ce n'est pas un sujet pour le top management, ça sera toujours à contre-courant finalement de la stratégie. Et je crois que ça, c'est un problème de cohérence après. On a l'impression que parfois la QVT est en incohérence totale avec les décisions business, d'une certaine façon. Donc ça, forcément, on perd beaucoup en efficacité. C'est la question aussi de l'ancrage dans les valeurs de l'entreprise et du management. Quand un manager voit quelqu'un qui est en risque pour sa santé mentale, en risque de burn-out, en pré-burn-out, ou même sans en parler, qui se met en danger, parce qu'il ne fait que travailler par exemple et ne se repose jamais, qu'il envoie des mails à pas d'heure pendant très longtemps, c'est pas, je trouve, c'est pas la bonne attitude de dire il est comme ça, c'est un surhomme, voilà, non, à un moment, effectivement, il y a un épuisement. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire effectivement quand ça s'oppose à sa productivité? Je pense qu'il faut toujours arbitrer autour de la santé de la personne. Et donc, lui demander aussi d'être exigeant vis-à-vis de ses conditions de travail et que les personnes aussi ça, puissent décrocher et être parfois fermes par rapport à ça. Et exemplaire. Parce que l'exemplarité, c'est pas juste, vous voyez, se surengager, donner corps et âme, c'est pas durable dans tous les cas. C'est la dimension aussi que ça doit être l'affaire de tous.
c'est que les entreprises les plus performantes sur ce sujet sont celles où tout le monde, les parties prenantes, la médecine du travail, les partenaires sociaux, la direction générale, la RH, le management, est aligné et sait qu'il a un rôle à jouer. Les collègues également ont un rôle à jouer, de pouvoir se préoccuper, détecter, soutenir un collègue qui pourrait être en difficulté également. Donc on a tous un rôle à jouer, y compris l'individu. Et là, c'est effectivement comment on peut co-construire avec les salariés une démarche de politique de QVCT, de qualité de vie au travail, qui ne soit pas top-down, quoi. Et je crois que c'est une révision finalement un peu de comment on s'y prend sur ces sujets qu'on doit prendre aujourd'hui, qu'on doit mettre en place.